Et salut à tous, comme tous les jours à 17h, on parle MMA, on est le mardi 14 novembre, et hier, John Kavanagh, le coach de McGregor, a donné son avis sur son retour. Il semblerait que ce soit compromis pour l'UFC 300. On parlera aussi de Dylan Dennis, son entrée à l'UFC, ça chauffe, mais on parlera aussi de Pereira, de Ian Gary, de Chito Vera et de plein d'autres choses. C'est parti. Et on commence avec John Kavanagh, l'entraîneur de Conor McGregor, le propriétaire du SBG Dublin, qui nous explique que pour l'instant, ça semble mort pour Conor McGregor à l'UFC 300. Il explique que l'UFC 300 est déjà un événement monstrueux et que l'UFC n'a pas besoin de McGregor pour le vendre encore plus. Alors, il semblerait que le retour de McGregor doive attendre l'International Fight Week du mois de juillet. En tout cas, c'est ce qu'il a entendu, c'est ce qui semble se produire. Alors, Ariel Helwani lui dit, mais attends, là, au mois de février, tu étais venu chez moi, tu m'avais dit que Conor McGregor allait recombattre cette année, finalement, on apprend que ça va plutôt être au mois d'avril, ça fait que de se repousser, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, bah écoute, c'est dur, Conor a vraiment envie de combattre, nous, on a vraiment envie qu'il combatte, maintenant, voilà, ça ne se fait pas, c'est le mois de juillet, écoute, c'est pas la fin du monde, Conor McGregor s'entraîne beaucoup en ce moment, il a trouvé de bons sparring partners, il est à la salle très régulièrement, donc moi je veux qu'il continue à s'entraîner, puis le combat viendra quand il viendra. Alors moi, mon avis personnel, vous le savez, hein, je ne comprends pas, si Conor McGregor veut vraiment combattre, pourquoi l'UFC ne le fait pas combattre? Honnêtement, ils peuvent très bien faire un événement avant le mois de juillet pour le faire combattre, franchement je trouve ça vraiment, vraiment bizarre. Conor McGregor il rapporte énormément d'argent à l'UFC, l'UFC ne va pas cracher dessus, donc vraiment là il y a anguille sous roche, j'arrive pas à comprendre. Il est aussi revenu sur le problème USADA Conor McGregor, hein. Il dit oui, moi j'aurais compris que tout le monde dise que l'UFC est en train d'essayer de tricher s'ils avaient viré l'USADA et qu'ils avaient dit ok, à partir de maintenant Conor McGregor combat en janvier. Parce que pour rappeler la petite histoire, l'UFC et l'USADA, qui est l'agence antidopage, arrêtent de travailler ensemble en décembre. Et l'USADA a dit oui, c'est parce qu'on veut attendre 6 mois pour le retour de Conor McGregor et l'UFC ne veut pas. Et Kavanagh il dit mais non, mais de toute façon Conor McGregor ne reviendra pas avant 6 mois, donc je comprends pas pourquoi ils ont dit ça, c'est faire de la mauvaise pub à Conor. Ça c'est vrai, je l'avais dit, hein. Maintenant qu'ils ont dit ça, dans l'esprit des gens, Conor McGregor a essayé de tricher, a essayé de resquiller, même si c'est pas vrai, maintenant pour rétro-pédaler c'est extrêmement compliqué. Alors Ariel Helwani lui dit oui, mais Conor McGregor, pourquoi il continue à combattre? Il a l'argent, il a tout ce qu'il faut, c'est quand même bizarre. Il dit ouais, mais tu sais, il a ça en lui, t'as entendu ce qu'a dit Volkanovski? Il expliquait que quand il avait pas de combat de bouquet, c'était compliqué mentalement, etc. Il dit bah Conor, c'est un peu pareil. Conor, il a été habitué à venir à la salle tout le temps, à s'entraîner, à se perfectionner, bah c'est pareil, il a besoin d'un but, il a besoin de chasser quelque chose. C'est pour ça que tu le vois toujours à la salle, que tu le vois toujours avec cette envie de revenir, pardon, plutôt. Il a aussi expliqué que lui, sa team ne se limitait pas à Conor McGregor, hein, c'est vrai, John Kavanagh, il a explosé en notoriété avec Conor McGregor, mais maintenant il a une team énorme. Il dit ouais, moi je suis tout le temps en déplacement, 2 fois par mois je suis en déplacement pour emmener des gars au Bellator, au PFL, partout. Il dit c'est pour ça que les gars, je leur dis souvent, quand vous gagnez, faites pas trop la fête, parce que moi dans 15 jours c'est reparti. Et puis il dit voilà, je leur dis aussi quand vous perdez, c'est pas la fin du monde, on se réentraîne, on repart. Donc il est revenu sur son rôle d'entraîneur. Il dit ouais, tu sais, moi j'ai des gars qui viennent passer 15 jours à la salle, 2 mois, puis qui repartent. Et j'en ai d'autres qui viennent et qui restent. Donc il dit par exemple quand Johnny Walker il est venu, on en reparlera plus en détail après. Il dit quand Johnny Walker il est venu, les premières semaines, je l'ai entraîné normalement comme un mec lambda. Puis quand il m'a dit qu'il voulait rester, là on est rentré dans un travail plus sérieux, on a essayé de faire une stratégie, etc. Ariel Helwani lui dit oui, tu sais, concernant le stress avant le combat, Aspinall a dit qu'il était très très stressé avant son combat contre Pavlovich. Comment tu gères ça, toi? Est-ce que toi, en tant que coach, t'es stressé? Il dit forcément, on est toujours anxieux avant un combat. Il dit maintenant, voilà, quand j'ai fait tout ce qu'il fallait, quand on s'est entraîné comme on devait s'entraîner, quand on a mangé comme on devait manger, etc., je me dis que tout peut se passer. Il dit, tu vois, Aspinall, il a gagné samedi soir, mais quelques secondes avant de mettre Pavlovich KO, c'est lui qui a été touché, ça aurait très bien pu partir de l'autre côté. Il dit, regarde José Aldo quand il a perdu contre Conor McGregor. Est-ce que tu crois vraiment qu'il était pas prêt? Moi, je suis persuadé qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Il avait une stratégie, il s'était entraîné, il avait tout fait. Et malheureusement, dans notre sport, tout peut aller très vite. Donc je pense que quand tu es préparé, après arrivera ce qui arrivera. Mais moi, c'est une bonne source pour me détendre. Je me dis qu'on a fait ce qu'il fallait et que maintenant,
c'est plus entre mes mains, entre guillemets, parce que forcément il va continuer à coacher son combattant entre les rounds, mais voilà, on comprend l'idée. Il explique aussi qu'il envoie des combattants seulement quand les mecs veulent vraiment combattre. Il dit moi c'est pas un gars qui arrive, qui vient au club, qui me dit ouais moi je veux combattre. Il dit non moi je veux que le gars il me demande plusieurs fois, je suis motivé, je veux combattre, je veux le voir à l'entraînement, je veux voir qu'il a faim. Et après seulement je l'emmène en compétition. Et ce que j'aime beaucoup faire c'est le prendre avec moi dans le coin d'un autre combattant. Comme ça je vois comment il coach l'autre combattant et souvent tu coaches les combattants comme tu aimerais être coaché. Donc il dit quand moi je vois un gars qui est très spirituel, très posé dans ce qu'il dit, bah quand je vais être dans son coin, je vais lui parler pareil. Quand je vois un gars qui est très agressif, du style ouais vas-y tu vas l'avoir, tu vas le mettre KO, lâche pas, bah je vais être pareil dans son coin. Il dit j'aime bien avoir ces indices-là avant d'envoyer un gars en compétition. Il a aussi parlé de Yann Gary, parce que Yann Gary, on le sait, aime bien aller s'entraîner à droite à gauche, donc lui il a dit ouais il est extrêmement talentueux. Il a dit très honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a un gros potentiel, de toute façon on voit dans la cage qu'il gagne, il voyage beaucoup, lui il prend le bon côté du voyage, il dit ouais j'apprends de tout le monde, ça me permet de progresser, il dit maintenant moi je lui conseillerais, là il va monter dans les rankings, de faire ses training camps à un endroit bien précis. Il dit tu peux voyager entre tes training camps etc, mais quand tu as un combat qui arrive, pose-toi à un endroit, je sais qu'il a été avec je sais qu'il va au Brésil prochainement, excusez-moi, j'allais dire, je sais qu'il a été avec Pereira récemment, mais non, il a été au Brésil récemment, là il y est, peut-être qu'il devrait se poser là-bas s'il se sent bien. Il dit après c'est important d'avoir des gens autour de toi en qui tu as confiance, des gars avec qui tu vas t'entraîner, tu sais que tu peux tenter des choses, tu peux te mettre en danger, les mecs vont pas essayer de te mettre KO sur un coup. Il dit parce que quand tu vas dans une nouvelle salle, tu sais pas qui est le bourrin de la salle, qui est le mec sérieux, donc quand tu restes 15 jours dans une salle, bah au bout de 15 jours c'est là où tu as compris qui était qui. Et lui vu qu'il s'en va, bah il a du mal à... Il a du mal à trouver les bons partenaires, donc pour un camp d'entraînement, ça c'est important. Et il explique que pour lui, de toute façon, c'est très important pour bien s'entraîner d'être en sécurité, d'être avec des gens intelligents, de pouvoir prendre des risques, etc. Il dit aussi, tu sais, après l'entraînement, tu vas avec un tel, tu vas prendre un café, et les mecs continuent à te parler de combat, voilà. Et donc, il faut avoir des gens avec qui tu sais que c'est possible, des gars qui te connaissent, que toi tu connais, qui disent, ouais, moi à ta place, je ferais ça. Alors forcément, c'est pas tes coachs, mais c'est important d'avoir tout ce petit monde-là autour de soi. Il a aussi parlé du combat à venir entre Walker et Ankalaev. Ça y est, la revanche, c'est officiel. Donc il est très satisfait de ça va venir au mois de janvier, donc c'est bien. Il dit ouais comme ça on patiente pas trop, en plus le gars qui va gagner sûrement aura sa chance au titre, parce que Jamal Hill on sait toujours pas ce que ça donne, c'est une blessure très sérieuse. Et il dit contrairement à ce qu'on pourrait croire, Johnny Walker à l'entraînement il est très sérieux. Moi j'ai rien à redire, tout le monde pense que c'est un gars qui est foufou, qui fait n'importe quoi, non c'est pas vrai, quand il vient à la salle il est sérieux, il vient, il repart, et puis voilà, il fait son truc, donc moi c'est un gars que j'aime beaucoup entraîner. Il a aussi parlé de l'UFC 295. Ce week-end, il était avec Royce Gracie pour regarder les combats. Et il y a une chose qui l'a choqué. Il dit, tu vois, Royce Gracie, c'est le premier à avoir gagné l'UFC. Il fait partie de la famille qui a fondé l'UFC. Il n'y a même pas eu un mot. Il était dans la foule comme tout le monde. Il dit, moi, j'aurais pensé qu'il aurait peut-être été à la table des commentateurs, qu'il aurait été présenté, etc. Il dit, bah même pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage parce qu'il y a des gens qui découvrent le MMA sur le tard, qui viennent de découvrir le MMA, ils savent pas qui est Royce Gracie. Il dit, moi, il y a des gens, ils me demandaient des photos, des autographes, ils demandaient même pas à Royce Gracie, alors que moi, je suis fan de Royce Gracie, je lui demandais des conseils pendant l'événement, je disais, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que lui devrait faire ça, etc. Il dit, ah, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et pour faire une magnifique transition sur notre prochain sujet, excusez-moi, il a parlé de Dillon Danis, parce que Danis, il l'a eu sous sa coupe pendant un petit moment, il a fait des training camps pour Conor McGregor. Et donc lui il dit que Denis c'est quelqu'un de très talentueux, c'est pas forcément le mec fou qu'on voit sur les réseaux, il dit ouais il a toujours un drama en cours sur les réseaux, mais dans la vie de tous les jours c'est un gars normal, et il dit moi je pense que s'il veut signer à l'UFC, parce que c'est dans l'air du temps là, il dit il faut qu'il se trouve une team, et pareil qu'il fasse ses training camps avec cette team là, t'as vu il est arrivé pour son combat contre Logan Paul, alors ok c'était de la boxe etc, il dit ouais il avait même pas de vrai coach avec lui, moi je pense que c'est pas possible. Donc écoutez, Dillon Danis justement, lui a donné une interview ce week-end. Alors moi je connaissais pas trop le personnage, j'avais vu ses combats au Bellator, j'avais regardé un peu ce qu'il avait fait en JJB, grappling, voilà. Mais en réalité je connaissais pas le mec. Et il a dit moi je suis très conscient d'une chose, c'est que les gens qui veulent qui te suivent, si tu veux gagner de l'argent, il faut des gens qui t'aiment, des gens qui te détestent. Et moi l'entertainment, hein, comme on dit, c'est très important pour moi, c'est pour ça que je mise beaucoup là-dessus. Mais aujourd'hui le moment est venu dans ma carrière de signer à l'UFC, de me tester contre les meilleurs. Vous voyez, il dit pas je veux aller détruire les meilleurs, il dit je veux me tester contre les meilleurs. Donc il y a un côté de lui qui est assez humble aussi. L'interview était vraiment très intéressante, hein. Il a expliqué qu'il se voyait bien ouvrir l'UFC 300 si Conor McGregor était main event. Alors maintenant on voit que c'est de plus en plus compromis, mais bon, il peut quand même débarquer à l'UFC. Dillon Danis, il a une petite notoriété maintenant. Il dit moi j'ai fait assez d'argent avec Logan Paul, donc maintenant si je fais tout ça c'est pas pour l'argent, je fais ça pour me prouver que je suis le meilleur, pour me prouver que je peux le faire, et c'est à l'UFC que ça se passe. Bon forcément il a toujours ces petits personnages un peu piquants. Il dit ouais je vais pas aller au Bellator ni au PFL parce que là-bas c'est des nuls, c'est pas mon niveau, moi ce que je veux c'est l'UFC.
Il a aussi dit que son combat forcément avec Logan Paul était pourri. Il dit franchement j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait. Maintenant je veux prouver que je suis très bon et moi mon truc c'est le sol. Donc j'ai vraiment envie de vous montrer ce que je sais faire. Du coup on lui dit ah bah tu pourrais peut-être faire un combat en grappling contre GSP par exemple. Il cherche un adversaire. Et il dit ouais je vais être très honnête avec toi. On me l'avait proposé. J'avais accepté. Mais comme il y a eu Nick Diaz et que Nick Diaz c'est un plus gros nom que moi et qui a un passé avec Georges Saint-Pierre, c'est lui qui a eu le combat. Il dit maintenant je sais pas où ça en est. Mais par contre il faut savoir qu'au moment où on me l'a proposé moi j'ai accepté. Vous voyez, il y a quand même le respect de GSP, hein, j'ai envie de dire. Et puis forcément, concernant sa carrière à l'UFC, il dit voilà, tu sais, c'est gagnant-gagnant. L'UFC vont faire de l'argent parce que moi, il y a des gens qui m'aiment, qui vont me regarder pour combattre. Et il y en a qui me détestent et qui ont envie de me voir me faire détruire. Donc ils vont se connecter, ils vont regarder l'UFC et ça sera du gagnant-gagnant. Donc franchement, dans l'interview là, il n'était pas du tout comme ce qu'on a pu voir, les jetés de micro, les trucs de débiles, parler de la femme de l'autre, etc. Non, il était vraiment posé, il expliquait que lui, voilà, il a pris le monde du combat comme ça, en se faisant un nom, en essayant de trash talker, que les gens le connaissent, et qu'aujourd'hui c'est le moment de passer au côté vraiment sportif. Alors forcément, ça reste un grand charrieur. Il dit ouais, tu sais, Paddy Pimblett, je le trouve horrible, je le détruirais facilement. Kevin Holland, ce serait un bon combat pour m'échauffer, mais il a pas de sol, donc il veut pas m'affronter. Sinon, je vais le mettre au sol et je vais le finir très rapidement. Il dit moi, je peux combattre en poids léger ou en poids welter, peu importe. Par contre, vous me verrez pas au Contender Series. Je suis pas un gars qui combat au Contender Series, moi c'est l'UFC direct. Il a aussi dit que si on lui proposait de combattre Makhachev, il irait. Il dit moi, vainqueur ou perdant, j'irai et comme ça, je verrai ce que ça donne. Donc encore ce côté assez humble qui ressort. Il a aussi dit que la WWE lui avait déjà proposé quelque chose mais qu'il était trop jeune pour ça. Il dit ouais j'attendrai d'être plus vieux, d'avoir fini ma carrière et d'aller prendre de l'argent là-bas. Et puis forcément il a parlé un petit peu de Pereira, puisqu'il s'est entraîné avec Pereira. Et il dit ouais franchement c'est un gars très bien parce que moi j'ai fait le déplacement pour l'aider à se préparer pour un combat et lui il l'avait fait pour moi aussi. Il m'a rendu l'appareil, c'est très bien. Il expliquait qu'il était très dur à mettre au sol. Il dit honnêtement faut pas croire, Pereira il tient bien debout. Le mettre au sol c'est pas facile, c'est un gars qui a zéro émotion quand tu t'entraînes. Tu sais pas si tu lui as fait mal, pas fait mal, s'il commence à fatiguer ou pas. Il laisse rien paraître et c'est plutôt très fort de sa part. Et puis enfin, on lui a posé la question sur Conor McGregor, forcément, les deux sont amis, on le sait. Il dit bah voilà, Conor, moi je sais qu'en ce moment il s'entraîne très sérieusement, il a parlé de 3 fois par jour. Alors je sais pas s'il a un peu exagéré ou pas, mais il dit ouais, il a vraiment cette mentalité de retourner à la ceinture, il veut réavoir la ceinture autour de la taille, donc moi j'ai entièrement confiance en lui. Donc écoutez, on en a appris un peu plus sur Dillon Danis. Je rappelle qu'au Bellator, il avait fait 2 victoires, 2 belles victoires. Est-ce qu'on le verra à l'UFC? Je sais pas. Maintenant, il a un nom. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, là, on a vu que c'était quand même c'est un mec normal en fait. J'ai l'impression. Il a juste choisi une voie un peu différente pour se faire une notoriété. Donc écoutez, l'avenir nous le dira si on le verra à l'UFC ou pas. Avant de continuer avec le MMA, je vous propose une petite respiration et de passer à la minute box. La première info de cette minute box est l'unique info, elle concerne le Barnacle et le président David Feldman, excusez-moi, qui nous a expliqué que l'année 2024 allait être énorme. Il dit voilà, c'est quasiment sûr, vous allez avoir le retour de Chad Mendes qui avait fait un très beau combat contre Eddie Alvarez, je le rappelle, et on va avoir plein d'anciens combattants de l'UFC qui vont venir combattre. Vous allez voir même des anciens boxeurs, ça va être génial. Il y aura des gros combats au mois de janvier et au mois de février, ça va être une année épique. Donc écoutez, le Barnacle, moi quand c'est sorti de terre, le Barnacle, je n'y croyais pas du tout. Finalement, ils me font mentir. Donc écoutez, c'est pareil, hein, une organisation en devenir. Les anciens combattants, j'ai envie de dire, les vétérans de l'UFC et maintenant de la boxe peut-être, vont là-bas prendre un dernier gros billet. On sait que ça paye bien. Donc je pense que si tout le monde est content, c'est tant mieux. Pour revenir au MMA, on a Leon Edwards qui explique que suite à son combat contre Covington, qu'il espère remporter forcément, il va aller se tester dans la catégorie du dessus. En tout cas, il aimerait aller se tester dans la catégorie du dessus avec un title shot direct contre le vainqueur de Strickland Duplessis. Et il veut même ce combat à l'UFC 300. Moi, honnêtement, ça m'embêterait. Vous savez ce que j'en pense maintenant. Moi, je pense que quand tu veux monter d'une catégorie, il faut avoir défendu 5, 6, 7, 8 fois ta ceinture. Il faut être champion incontesté, avoir battu tous les contenders et après tu montes. Alors, est-ce qu'il pourrait battre un Strickland ou un Duplessis? Peut-être. Et il est bon, Leon Edwards, hein, moi j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de voir la catégorie des poids moyens avancés, la catégorie des poids welter avancés. Puis si ça doit se faire dans 3-4 ans, pourquoi pas. Après, vous me direz, dans 3-4 ans, on sait pas où sera Leon Edwards. Mais bon, moi, je pense qu'il doit régner sur sa catégorie. Hein. Lui, il dit, ouais, ce serait bien, je serais le premier combattant anglais à être double champion. C'est vrai que tu as toujours envie de te surpasser, mais bon... Moi, c'est pas forcément ce que je veux voir. Et puis surtout, il dit, il y a personne qui me motive chez les welterweight. Donc Bilal Mohamed, il entend ça, il doit se dire, mais c'est pas possible, je vais jamais avoir mon title shot. Si c'est pas Makhachev qui monte, c'est le champion qui s'en va. Compliqué pour Bilal Mohamed. Moi, franchement, je sais même pas si l'UFC donnerait sa chance à Leon Edwards. À moins qu'il claque un KO au premier round, un high kick de nouveau à Covington. Et que là, il y a une belle histoire à faire, mais je suis pas sûr que ce soit les plans de l'UFC.
Et on va attaquer le dernier gros dossier du jour, hein. Je vous en avais parlé hier, Marlon Vera qui a donné lui aussi une interview ce week-end. Il est revenu sur ses débuts, il dit moi j'y ai toujours cru, lui il vient d'Équateur, hein. Il dit dans mon pays il n'y a personne qui est champion de MMA, moi de là où je viens personne n'y croyait, moi j'y ai toujours cru, peu importe ce que les gens pensaient, je leur disais que je serais combattant un jour. Il dit quand j'ai débarqué aux États-Unis, je suis resté 1 an, ma femme elle est restée en Équateur, pendant 1 an j'avais pas d'argent, c'était une galère, ensuite j'ai réussi à la faire venir, on n'avait pas d'argent. Je donnais plein de cours la semaine de MMA pour gagner de la thune, je nettoyais la salle, je faisais tout ce que je pouvais, et ma carrière elle a vraiment commencé à décoller, c'est quand j'ai battu Frankie Edgar. Il dit là j'ai senti que la notoriété venait, l'argent a commencé à venir. Il dit moi maintenant j'ai la tête sur les épaules, hein, un peu le contraire de Sean O'Malley, on a l'impression, même si c'est peut-être une image que Sean O'Malley donne. Il dit moi l'argent ça va, ça vient, mais ce que j'ai fait dans la vie, ce que j'aurais laissé, ma legacy, l'exemple que je montre à mes enfants, l'exemple que je montre aux gens en Équateur, ça va rester, donc c'est ça qui importe pour moi. Forcément, il a eu un petit mot de Sean O'Malley. On lui dit ouais, est-ce que t'as pas l'impression d'être là parce que t'es un gars qui a affronté O'Malley et puis du coup maintenant bah c'est toi qui as le title shot, tu grilles la priorité aux autres. Il dit non, moi je suis pas là parce que j'ai combattu O'Malley, je suis là parce que j'ai battu O'Malley, je mérite ma place. C'est pas faux, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Il dit moi O'Malley je l'ai battu donc je vois pas pourquoi j'aurais volé ma place pour être ici. On lui dit ouais t'aimerais bien faire un combat en Équateur. Il dit ouais forcément ce serait mon rêve. Et on lui dit ouais contre O'Malley. Et il dit non mais O'Malley il serait agressé en Équateur, nous on n'aime pas les salopes ici. Voilà, la guerre est déclarée, mais on sait que les deux il y a de l'animosité. Et par contre, il a déclaré que lui, il serait pas émotionnel. Il dit ouais, moi si tu peux me mettre O'Malley, qui tu veux en face, il peut dire ce qu'il veut, moi ça m'intéresse pas. Moi le combat, je fais ce que je dois faire, je vais pas être émotionnel, essayer de lui sauter dessus, puis déjouer de mon game plan. Et il a aussi dit que O'Malley, tout pour continuer dans les mots doux, il dit ouais, O'Malley c'est un peu un pauvre type, il nous explique qu'il fait du MMA parce qu'il voulait trouver des femmes. Il dit ouais, t'as que ça dans la vie pour trouver des femmes, c'est un peu triste. Si la seule chose que cherchent les femmes chez toi, c'est que tu sois un champion de MMA, moi je pense que c'est assez triste. Et puis concernant sa visualisation du combat, comment il aborde les combats, il explique que lui il est toujours assez stressé avant le combat, mais que par contre il arrive à gérer ça et que quand arrive le dernier round, que la cloche retentit, il se dit qu'en fait il peut pas, il a tellement hâte d'être au prochain combat que du coup il y retourne. Il dit voilà je suis comme ça, je suis stressé comme tout le monde mais ça me manque quand j'y suis pas, donc j'ai hâte pour mon prochain combat. Et puis on lui a parlé de, vous savez, Jiří Procházka qui s'est enfermé dans une pièce pendant plusieurs jours dans le noir sans manger. On dit ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit ouais, tu sais moi je le fais ça mais je m'enferme pas, mais par contre pendant 3 jours parfois je mange pas. Il y a 3 jours où je ne mange pas, je bois que de l'eau, du thé et du café, je crois il a dit. Et il dit ouais c'est pour ma santé, moi j'aborde les choses d'une manière très scientifique, je fais très attention à ce que je mange, je fais très attention à ce que je fais, je pense que si tu veux durer dans ce sport c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il a raison. Et puis il a aussi parlé de son coach, hein, Pario. Il dit ouais moi il sera toujours avec moi, c'est mon coach, ça marche bien tous les deux, donc on va aller le plus loin possible ensemble. Donc écoutez, il n'est pas vraiment dans le trash talk, hein, Marlon Vera, il a ce petit truc de taquiner O'Malley, parce qu'O'Malley lui rend bien, j'ai envie de dire, mais c'est pas un grand trash talker. Et j'ai trouvé que l'interview était assez intéressante. Écoutez, c'est le moment de la minute auditeur. Et on commence avec Johan Tarita qui me parle du combat justement entre O'Malley et Vera. Et il me dit moi je pense que Chito va mettre KO O'Malley, ou alors O'Malley va gagner avec une décision un peu limite, entre parenthèses un vol. Alors écoute, c'est vrai que le combat d'O'Malley contre Petr Yan, je vois que c'est à ça que tu fais allusion, c'était très 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 limite. Maintenant franchement pour sa carrière à O'Malley, pour sa réputation, s'il reprenait une victoire comme ça, un peu à l'arraché, je vais pas dire volée, mais presque, ça serait très mauvais pour sa réputation. Et je pense qu'il le sait, je pense qu'il va essayer de finir le travail ou de gagner vraiment, de lui rouler dessus. Et par contre, Vera, je pense qu'il peut faire déjouer O'Malley, il l'a fait la première fois. J'aimerais, comme je l'ai déjà dit, qu'il arrive avec la même mentalité, le même game plan. Comme ça, on voit, ça avait marché la première fois. Si O'Malley n'a pas progressé, bah O'Malley va se refaire manger. Maintenant, c'est un peu dangereux, parce qu'O'Malley a sûrement travaillé sur sa défense de low kick, ses mouvements, etc. Mais c'est un combat que j'ai très très hâte de voir. Ensuite, on a Marco Potel qui nous dit que lui, si Aspinall devait affronter Miocic ou Jones, on en reparlera demain parce qu'Aspinall a donné une interview aussi, mais ça faisait beaucoup pour aujourd'hui. Il dit moi je préfère qu'il affronte John Jones parce que bon Aspinall, parce que Miocic ça fait pas vraiment de sens. Il dit par contre j'aimerais bien le voir contre Cyril, ça ferait un beau combat. Moi je suis d'accord avec toi, un combat Aspinall-Miocic. Bon, disons que Miocic, il est un peu sur la fin, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, ça reste une légende. Mais pour le côté sportif, je préférais voir Jones. Et puis bah bien sûr, un combat contre Gane, moi je signe tout de suite, hein, déjà parce que Gane est français, j'ai envie de le voir avec la ceinture. Et puis parce que Gane aurait peut-être un petit avantage au niveau du cardio. Enfin, je sais pas si ce sera un avantage, mais Gane il a déjà fait 5 rounds. Aspinall, on l'a pas encore vu faire 5 rounds à l'UFC. Donc si le combat durait, qu'est-ce que ça donnerait pour Aspinall? On sait pas. Mais il y aurait beaucoup d'inconnus. Puis bah Gane au sol, hein, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ça, on sait toujours pas. Il y a Vitchouz qui, hier, je disais que
que Dana White, on lui a posé la question, un événement UFC PFL, qu'est-ce que t'en penses? Et il avait dit au mec, ouais, t'as gagné le titre de la question la plus pourrie de la soirée, mais c'était plus violent que ça, avec la traduction anglaise. Et Vichous, il me dit, ouais, franchement, il lui a laissé un petit vent de 5 secondes, et puis il lui a répondu ça, c'était assez humiliant, je suis d'accord. Parce que vraiment, faut voir le moment pour le comprendre. Le mec lui pose la question, Dana White, il laisse un blanc, il regarde comme s'il regardait un débile, et il lui dit, ouais, félicitations, t'as gagné le prix de la question la plus bête de la soirée. Dana White, il a un côté un peu, je vais pas dire mafieux, mais tu vois, t'as l'impression des fois que c'est pas un super type, quoi. Il vaut mieux être dans ces petits papiers qu'être contre lui parce qu'il hésite pas à te marcher dessus. Le journaliste, là, je pense qu'il a eu un peu chaud, il a dû rougir un peu devant tout le monde. Mais bon, après, c'est le jeu, puis c'était une question pas si bête, hein, c'est ce que je disais à Vichous. Tout le monde se demande, est-ce que ça va arriver John Jones contre Ngannou? Est-ce qu'on pourrait faire un crossfight? Donc tout le monde se pose la question, donc le journaliste, en vrai, il a fait son boulot. Après, Dana White, en faisant ça, je pense qu'il s'est dit, maintenant, plus personne va me poser la question. Je pense qu'il y a de ça aussi. Patrick qui m'a parlé de l'UFC de ce week-end, hein, forcément, mais il y a une chose qui dit intéressante, il me dit ouais, Adesanya, moi je pense pas qu'il reviendra dans la catégorie supérieure, il dit je pense que des mecs comme Chimaev c'est des challenges un peu plus intéressants pour lui. Moi je suis d'accord, je regarderai forcément un combat entre Pereira et Adesanya, mais je préfère voir Adesanya s'il revenir dans sa catégorie et taper des contenders. Pourquoi pas une revanche contre Strickland, pourquoi pas Duplessis, il y a une petite histoire, Chimaev, puis tous les autres mecs qui vont monter derrière. Moi aussi, si Adesanya revient, je préfère le voir dans la catégorie des middleweight, c'est sa vraie catégorie, il est un peu léger pour aller au-dessus, on l'avait vu contre Blachowicz, donc moi aussi je suis d'accord avec toi Patrick. Et ensuite, on a Corto JC qui parle de beaucoup de choses, mais il me parle aussi des UFC en France. Il me dit, ça serait cool un UFC en France au mois de mars, tout ça. Et moi, j'ai dit, ouais, c'est vrai, parce qu'au début, quand l'UFC arrivait en France, c'était Cyril Gane. Voilà, on voulait voir Cyril Gane. C'était lui qui était dans la conversation pour le titre. Maintenant, il y a Manon qui est toute proche du titre. Benoît Saint-Denis, bon, il est encore un peu loin du titre, mais vu les combats spectaculaires qu'il fait, tout le monde a envie de le voir. Donc là, on a 3 combattants. Il y a aussi Nassourdine Imavov qui est toujours bien. Enfin voilà. Donc là, maintenant, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'il y a de plus en plus de combattants français qui sont médiatisés, qui sont dans les bonnes conversations, et forcément les UFC en France vont devenir de plus en plus intéressants. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense j'ai pas le temps devant moi, mais je pense qu'on a fait une bonne émission. Je voulais parler de Paddy Pimblett, je voulais parler d'Aspinal, mais j'ai pas envie de faire une émission d'une demi-heure, faut en garder un peu pour tous les jours, puis je vais pas vous prendre 2 heures de votre temps chaque jour. Mais écoutez, on se retrouve demain, 17h, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, on approche des 600 abonnés, ça y est, peut-être que demain on y sera, je vous le dirai si c'est le cas. Profitez bien de votre soirée, et à demain, salut!